Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Après, on a le même phénomène. En Italie, je me souviens très bien, en Italie, avoir dégusté un rhum fabriqué par des producteurs de grappa. Et depuis, il y en a eu quelques-uns, et j'avais même été assez surpris en fait, du résultat de ce produit-là, qui m'avait l'air très intéressant, parce que ils n'avaient pas nettoyé leur alambic de fond en comble pour passer d'une distillation à l'autre, et donc du coup, on avait vraiment un rhum qui était quand même vachement sur le fruit, quoi. Ok. Voilà. Bon, pourquoi pas, ouais. Mais il y a plein de petits projets comme ça qui se font. Récemment, je sais qu'actuellement, en cours, sans vouloir en dire de trop parce que je n'ai pas le droit, il y a notamment un rhum qui se fait au Luxembourg. Ah tiens. Voilà. Du pur jus de canne, évidemment. Pas du tout. Pas du tout. C'est de la mélasse. La mélasse importée de la Barbade. Bon, on en avait parlé d'ailleurs dans une autre émission, ouais, de ça. C'est tout à fait possible. Mais donc voilà. Enfin bref, ça se fait un peu partout. C'est partout en Autriche, tu as Kraus qui le fait. Bon. Et oui, clairement, Kraus qui le fait. Et en Normandie, là, franc-tireur, et puis. Mais il y en a plein. En France, et puis d'autres, ouais. Ah ouais. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y en a de trop? Bah, pour moi, c'était un petit peu le sens de ce sujet. C'était comme d'habitude, parce qu'on est des gros taquins. Hein, on nous appelle les quatre taquins, d'ailleurs. Mais Je l'ignorais. El Taquinos, comme on dit à Cuba, d'ailleurs. Los taquinos. Los taquinos. Los hermanos taquinos. Mais en soi, oui, est-ce que ça a un intérêt? Alors, quand on est curieux, on peut toujours se dire que oui, mais quand on est purement consommateur, comme nous quatre et comme sûrement toutes les auditrices et auditeurs, certaines fois, moi, en dégustant, j'y ai pas vu un immense intérêt, quoi. Et j'inclus les distilleries de métropole comme les nouvelles distilleries des dom-tom. Il y a des fois, il y a des trucs géniaux, puis des fois, il y a des trucs, je me dis, ouais, est-ce que vraiment ça valait le coup? Je suis pas sûr. Pour l'instant, en tout cas, après, ça peut toujours évoluer, hein, Mais ouais, il y a un peu deux sujets en un. C'est-à-dire que, premièrement, est-ce qu'il y en a de trop? Il y a déjà dans le sens économiquement parlant, est-ce qu'ils vont avoir des débouchés? Et je pense que comme, je ne sais plus si c'était Benoît ou Jerry au début qui disait, je pense que beaucoup de ces distilleries-là, par exemple si on parle des distilleries métropolitaines ou d'Allemagne, d'Autriche, que sais-je, il y a vraiment l'histoire de faire des débouchés, enfin d'avoir une clientèle régionale. Et comme la production est en principe pas énorme pour ces distilleries-là, du coup, s'attaquer aux marchés régionaux, départemental, voilà, je pense que ça leur suffit largement. Il y a beaucoup de whisky actuellement français avec leur, je sais plus combien, 130 whisky actuellement français de différentes distilleries. Il y en a plein qui ont des débouchés vraiment dans leur coin, quoi. Que ce et qui soit, cherchent pas plus, tu penses? en tout cas, pas dans un premier temps. Et je pense même pas que ce soit forcément dans une optique. On s'attaque d'abord à notre coin à nous et ensuite on ira voir plus loin. Il se peut que si c'est vivable au niveau économique, Juste dans la région, régionalement par parlant, exemple. Ouais. il Qui se peut sont que ça contentes suffise. en se disant, Tu c'est vois, cool. tu parlais de franc-tireur. Alors, franc-tireur, moi, j'ai eu l'occasion de déguster 2, 3 fois, par exemple, à France Quintessence. J'imagine qu'une bonne partie de leur clientèle est en Normandie. Oui. La distillerie de Lyon, j'imagine que c'est vers Lyon. Il y en a une à Limoges. Pareil, ça doit être dans ce coin-là, quoi. Et ensuite, il y a la question, est-ce qu'elle présente un intérêt pour nous, par exemple? Enfin, voilà. Donc déjà, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on est une petite minorité. Nous, on essaie de s'intéresser à tout ce qui sort, on essaie de comparer, on essaie de voir les nouveautés, etc. Il y a plein de gens, ils vont voir, soit parce que c'est des gens du coin, ils vont dire, oh, c'est cool, c'est produit à Saint-Hubert de la Galéonne, c'est juste à côté de chez moi, je vais en prendre une boutanche. Ou alors quelqu'un qui est en vacances par là qui fait cool, ça me fera un souvenir. C'est vrai. Donc ces gens-là, ils ne vont pas se demander, tiens, est-ce que cette nouvelle production présente un intérêt par rapport au produit qui est Non, déjà bien présent sûr, sur le t'as marché? raison. Et ensuite,
même à notre niveau, ça peut quand même présenter un intérêt. C'est-à-dire que, bon, alors moi, en ce moment, je suis enfin, depuis un moment, mais jus de canne blanc, par exemple, entre autres, moi, ça m'enthousiasme de voir et de pouvoir déguster des nouvelles distilleries, que ce soit enfin, Dom-Tom, enfin, nos départements à nous, etc. Ou alors, à la Barbade, qu'est-ce que du jus de canne va donner, un Hmm. Worcy Park qui est sorti il n'y a pas si longtemps en pur jus, etc. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant, ouais. Mhm. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, quand c'est dans des îles, pays ou dom-tom sur lesquels il y a peu ou pas de distillerie, moi je trouve ça hyper enthousiasmant. Je me souviens quand Sampan est apparu, avant ça Isan, Nissan, euh, Chalambais, ouais. voilà, etc. C'était hyper enthousiasmant parce Mm. qu'effectivement, il n'y avait pas avant. Donc là, forcément, c'est un intérêt que, pour les mêmes raisons que tu évoquais, qui est évident, quoi. Découvrir ce terroir, découvrir les différences, même sur le climat, sur le vieillissement, enfin sur tout finalement, sur exactement quasiment tout. Ouais. Les variétés de canne, j'en passais des meilleures. Et ça, je MOBA en trouvais ça Afrique du génial. Sud, Voilà, bien pareil. sûr. Ouais. Ah oui, absolument. Et ça avait un côté vraiment génial. Et puis au final, bah, tu vois, moi j'ai eu un peu peur quand j'ai vu en Martinique, qui est pourtant un territoire qui est pas immense, autant de nouvelles distilleries apparaître. Et alors, je parle pas pour l'instant simplement des gens qui assemblent, comme il peut y en avoir aussi, mais vraiment de pures distilleries. Mhm. J'ai eu deux réflexions. La première, c'était de me dire, tiens, ils font pas de distillation en colonne. Mhm. Est-ce que ça va avoir un intérêt? Probablement que oui, mais est-ce que ça va avoir une supériorité ou de base une infériorité parce qu'on ne sera plus dans le modèle purement AOC Martinique? Et au final, la réponse a été vite tranchée puisque c'était hyper intéressant. Et maintenant qu'il y en a autant, et ben finalement, pour l'instant, moi j'y vois encore un intérêt. Alors que sur le papier, même voilà, le modèle HBS n'est pas si loin du modèle A1710, qui est peut-être pas lui-même si loin. Enfin voilà, après des uns et Je des pense autres que, quoi. je pense que pour rejoindre ce que tu dis, gustativement, ça présente un intérêt, parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que tous ces produits qui sont sortis, notamment en Martinique ou même en Guadeloupe, quand on parle de Paparouillou ou autre, euh, Mm. sont quand même qualitativement réussis. C'est vrai. En termes de qualité de jus, je pense que voilà, qu'on a un Bro et Connaisson, ou même les produits de chez A1710, ça reste de très bons produits. Voilà. Et Clairement. gustativement aussi, il y a une différence. Gustativement, hein, gustativement, ça reste de très Mm. bons produits. Après, en termes de marketing, souvent, c'est très réussi également. Je pense que voilà, comme c'est peut-être des petites productions, on arrive à peut-être plus mettre l'accent sur le détail Non, et puis et parlant, un côté peut-être un peu pardon, plus artisanal. La- parlant la- l'exemple d'A1710, par exemple, je me rappelle quand c'est sorti, ils avaient été très critiqués, hein. D'ailleurs, Laurent Mhm, faisait partie de ceux qui n'aimaient pas du tout. Mhm. N'empêche qu'ils ont trouvé leur public et leur clientèle, et qu'il y a bien des sûr. gens qui viennent pour acheter ça, et qui Mhm. reviennent pour acheter ça parce qu'ils ont adopté le produit. Donc là, on a un exemple voilà, de petite distillerie qui, au départ, on avait des doutes et qui a trouvé son public. Il a trouvé sa niche, ouais, Et c'est ça. voilà, qui a trouvé sa niche et ça fonctionne. Et donc, je pense que là, c'est très intéressant. Moi, ce qui peut-être me met plus, comment dire, m'inquiète peut-être un peu plus, c'est plus en termes économiques de l'industrie sur l'île, en fait, où je me dis, bah, augmenter le nombre de distilleries va forcément poser problème à un moment donné en termes d'approvisionnement de canne à sucre, Ah parce oui. que tous distillent du pur jus, et donc automatiquement, on ne peut pas agrandir une île. Le problème était déjà là avant ces distilleries. On commence à tout doucement à atteindre un peu la limite des productions possibles sur l'île, de la production possible sur l'île, même s'il y a encore peut-être des débauchés, des solutions, etc. Mais Ouais, ça commence quand même à devenir compliqué. yeah. Ouais. Sans compter que les périodes de sécheresse, etc., où les Mhm. récoltes ne sont pas forcément toujours aussi bonnes. Donc, Mhm. il y Ouais. a tout ça à prendre en compte également. Et là, est-ce qu'elles n'auront pas tendance peut-être à, je ne sais pas, à absorber une partie de canne qui n'ira pas aux autres du coup? Alors souvent, ce sont des gens qui ont leur propre canne, ce sont des distilleries qui ont leur propre canne et qui jusqu'à présent les Mhm. vendaient aux grandes Ah ouais, on a distilleries. deux, trois distilleries, ouais. Voilà. Dans la majorité des cas, c'est ça. Sauf que là, ils décident délibérément de garder une partie de leur stock pour eux-mêmes, ce qui est tout à fait à leur honneur, hein. Je ne critique pas ça.
C'est juste que du coup, il y a une partie en moins qui ira aux grandes distilleries. Et que du coup, ça vienne peut-être changer la dynamique économique de l'île et de l'industrie locale. Voilà, c'est peut-être ça qui m'inquiète un peu. Je sais pas trop comment prendre ça pour l'instant. Il faudra voir sur le long terme ce que ça donne. Mais effectivement, ça reste une grosse question et je pense qu'ils en sont tous conscients. C'est juste que tout le monde essaie un peu de tirer la couverture vers lui, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer, et vous, l'un comme l'autre, vous le saurez mieux que moi, parce que je sais que donc l'AOC régit les surfaces qui peuvent être plantées en canne pour le rhum AOC. Et je sais qu'il y a encore une grande partie des surfaces potentielles qui ne sont pas exploitées en canne, en tout cas. Alors indirectement, mais est-ce que le fait qu'il y ait plus d'acteurs comme ça va faire que la demande pour la canne va encore s'accroître? Quand la demande augmente, a priori, les prix augmentent. Ça va intéresser plus de gens pour planter plus de cannes sur les terrains qui ne sont pas encore plantés de cannes. Ou est-ce s'ils ne sont pas plantés déjà, d'ores et déjà, est-ce que de toute manière ils le sont pas parce qu'il y a des raisons que je connais pas, mais qui font que c'est pas, je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. C'est que souvent, toutes ces nouvelles distilleries, déjà, ne font pas partie de l'AOC. C'est vrai. Voilà, que ce soit 1710, comment ça s'appelle, HBS, HBS. ne font pas partie de l'AOC parce que tout simplement, ils ne respectent pas le cahier des charges en place. C'est un choix. Bref, c'est discutable, mais peu importe, ça n'est pas la question. Après, on a également le cahier des charges concernant les plantations qui doit être respecté par rapport à l'AOC, c'est-à-dire que voilà, devenir une zone AOC, déjà, ça faut un certain temps pour mettre en place tout le cahier des charges concernant les plantations en elles-mêmes, qui doivent quand même respecter un certain nombre de critères, ensuite faire les demandes, etc. etc. Et je ne pense pas qu'il y ait encore tellement de terrain possible sur l'île. C'est-à-dire que quand on regarde une carte de la Martinique, pour le coup, avec tous les champs de canne qui sont actuellement dessus et qui sont dans les zones AOC, et on se dit, bah tiens, il y a encore énormément de terrain libre sur une carte. Le truc, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que un certain nombre de ces terrains sont soit habités, et on ne va pas déloger les gens pour mettre des champs de canne, on est d'accord. Soit c'est juste pas viable. Pourquoi? Parce que c'est dans les montagnes, un truc comme ça, et que ça devient très très compliqué à cultiver. Et en bord de mer, on aura plutôt la hausse des océans qui va rendre le truc risqué aussi, et que personne ne voudra s'aventurer à les planter en bord de mer de nos jours. Non, mais ce qu'on peut imaginer par contre, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 70, il y a des planteurs de canne qui, grâce aux subventions européennes, ont planté de la banane. C'est ça. De la canne à sucre. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer le phénomène inverse maintenant que la canne prend de la plus-value et que le rhum devient un produit noble? On peut imaginer, ne peut-on pas imaginer une inversion? C'est-à-dire qu'après, on a souvent le système d'échange entre la canne et la banane. C'est-à-dire que sur beaucoup de terrains où on plante de la banane aujourd'hui, on plante de la canne également de manière régulière, avec un échange qui se fait sur les deux produits environ tous les 5 ans. Pour justement entretenir les sols, etc. On essaie vraiment de varier les cultures. Maintenant, après, est-ce que ça se fait sur tous les terrains où on plante de la banane? Ça, je l'ignore, malheureusement. Mais effectivement, dans ce cas-là, il faudrait faire subventionner la plantation de canne. Mais en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ces nouvelles distilleries non AOC, du coup, ne piquent pas, a priori, de la canne aux AOC, vu que c'est pas forcément les mêmes cannes, enfin sur les mêmes terrains, ou pas forcément les mêmes cannes qui sont... Non, c'est pas exactement ce que disait Benoît. C'est-à-dire que tu as de nouveaux acteurs qui avaient des plantations de canne AOC qu'ils vendaient à des distilleries qui faisaient de l'AOC. Donc, ils ne fournissent plus ces distilleries. Et la canne, ils la gardent, même si leur canne est AOC. Leur rhum n'est pas AOC parce qu'ils utilisent un alambic à la place de la colonne, mais ils ont de la canne AOC. Donc, c'est de la canne en moins aux distilleries existantes. Je vois, merci. On prend l'exemple d'HBS. HBS, jusqu'à il y a quelques années, vendait du rhum à JM. Vendait toute sa canne à sucre à JM. Aujourd'hui, ils en vendent encore à JM, mais bien sûr. Du coup, JM se retrouve avec moins de cannes en fin de compte. Est-ce que c'est la même situation pour d'autres je suis désolé, on s'éloigne peut-être un tout petit peu du sujet, mais pour d'autres nouveaux acteurs Brouet Connaisson je pense que Brouet Connaisson. Ouais, BD Trésor. BD Trésor. BD Trésor, par exemple, ouais.
qui eux vendaient sans doute plus de cannes. Ouais, d'accord. Okay. Paparouillot aussi, hein, quand tu vas de bien la canne. Guadeloupe, Paparouillot, ouais, voilà. Bien sûr. Des planteurs de cannes qui ont monté Paparouillot. Exactement. Qui maintenant roulent pour eux-mêmes. Donc voilà, c'est-à-dire que finalement redistribué de manière différente par rapport à il y a quelques années. Et du coup, il y a des distilleries qui se retrouvent peut-être en manque par rapport à il y a quelques années par rapport à ça. Voilà. C'est pareil, je repensais à ça. Le fait de se lancer dans une aventure comme ça, à l'air, alors je parle vraiment là pour, on va nous reprocher peut-être d'être auto-centré sur la France et les dom-toms, mais quand on voit les politiques actuelles qui sont de plus en plus restrictives sur l'alcool, se lancer aujourd'hui dans une aventure comme ça en se disant que les gouvernements vont s'enchaîner, les lois vont être de plus en plus compliquées, les taxes vont être de plus en plus élevées, enfin, là encore, je pense que c'est un argument pour se dire que il y a sûrement beaucoup de passion dans ce projet plutôt que simplement l'envie de faire de l'argent. Enfin, c'est comme si demain quelqu'un lançait une marque de cigarettes. Là, tu lui dirais, bon, mon pote, t'as peut-être pas choisi. Se lancer dans le tabac, c'est encore plus risqué. Oui, lancer une marque de cigares, tu vois. Voilà. Par exemple, Jerry Benito's. Ça, c'est encore plus risqué. Mais oui, effectivement, ça comporte des risques. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de passion. Alors, il faut avoir envie. Professionnel du milieu, mais il faut avoir de l'envie, des reins solides, de l'argent. Et la passion. Et puis du temps, quoi, aussi. On le voit très bien. On prend l'exemple je reviens sur l'exemple de Renegade avec Marc Régnier. Marc Régnier qui, avant de créer la distillerie Renegade, disposait déjà de la marque Renegade en tant que embouteilleur indépendant et qui, pendant plusieurs années, a quand même fait un certain nombre de sorties avec des produits qui étaient plutôt bons. Enfin, moi, j'en garde un très bon souvenir, en tout cas. Souvent avec des finishes dans des fûts de vin ou des trucs comme ça, puisque ça reste quand même son cheval de bataille principal. Puis il est passé au whisky, et puis maintenant il a sa distillerie à Grenade, voilà. Et je pense que voilà, là on voit le mec est passionné de ce qu'il fait. Il fait partie d'un des énormes geeks du milieu et intra-spiritueux, c'est-à-dire qu'il n'est pas que focus sur un seul spi. Non, le mec passe quand même du vin au whisky, au rhum. Et je ne suis même pas sûr s'il est pas autre chose en chemin. Donc voilà, et là tu vois qu'il y a vraiment une réelle passion qui l'anime derrière ça. Et je pense que ça c'est important. On voit la même chose avec Stéphane Gouillet de chez BD Trésor, quand on lui parle, tu vois que c'est un passionné de ce qu'il fait, le mec. C'est un réel geek. Il pourrait passer des journées entières à te parler juste de son boulot sans jamais changer de sujet. Et c'est là, et c'est le cas aussi de la distillerie de Montréal. Hein. Les deux fondateurs, il y en a un qui était avocat, l'autre professeur, hein, qui avait fait Sciences Po, qui était professeur. Et ils n'avaient pas besoin de ça pour vivre, pour gagner leur vie. Donc là, c'est vraiment de la passion. Quand tu vas, pareil, Lilian, il va te parler pendant des heures et des heures de ce qu'il fait, de ses essais de distillation, de ses essais de macération. Tu sens vraiment que ce sont des passionnés, quoi. Pour revenir à Renegade, oui, alors oui, il y a le côté passion clairement. Et je dois avouer que j'ai suivi ce projet, moi, quand la distillerie était en construction, avec cette idée d'avoir les purs jus, enfin vraiment par région, par ferme, etc. Donc je trouvais ça très intéressant. Théoriquement, je trouve toujours ça intéressant. Après, gustativement, j'en ai goûté pas mal, hein. Et je dois dire qu'il y en a. Alors, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais il n'y en a aucun qui m'a vraiment transcendé. Alors, est-ce qu'ils prendront vraiment toute leur dimension et leur potentiel au bout de 3, 4, 6 ans de vieillissement? J'en sais rien, peut-être. Mais c'était vraiment sur les blancs déjà que je les attendais. Et Tu penses que c'est dû à quoi, ça? Un manque d'expérience? alors, peut-être pas. Déjà, ça nous sort de nos repères habituels AOC ou IG, puisque c'est sur du pot still la plupart du temps. Il a aussi une colonne, mais la plupart du temps, c'est sur des pots still.
Et c'est vrai que je lui trouvais, moi, un côté qui me dérange assez régulièrement sur ce genre de rhum-là. Cuivré. Un côté vraiment métallique, cuivré, qui tire même sur le sang un peu. Enfin, voilà. Ferreux. Bah ça, pour moi, C'est ça rédhibitoire. rebute, quoi. Ouais. Ouais, clairement.